Tu nous dis quand tu ouvres, du coup. Pour quelques instants, le temps que tous les participants se connectent, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. On attend encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. On vous remercie. Et à tous, euh, on va vous projeter là le support dans quelques instants. On vous demande de patienter encore un petit peu. Vous êtes très nombreux et on vous remercie de votre présence. Du coup, l'objet hein, de ce webinaire, c'est de présenter
le Ségur vague 2 à l'hôpital de manière, on va dire, très macro. Dit autrement, c'est quelque part le webinaire chapeau qui nous permet en fait d'introduire la présentation de ce dispositif de manière ensuite sur les webinaires à venir, sur le reste des mois à venir, sur la fin du trimestre 2024, faire des focus plus particuliers sur un certain nombre de thématiques. Donc là, ne soyez pas surpris si dans le cadre de ces webinaires, il y a effectivement beaucoup d'informations, puisque l'objectif, c'est vraiment d'aborder en fait le dispositif vague de hôpital sous un angle 360 en, en faisant attention à bien vous présenter en fait les grands enjeux fonctionnels couverts par ce périmètre vague 2, mais également en vous présentant le dispositif plutôt aussi sous un aspect administratif. Voilà. En anticipation d'un certain nombre de questions, ce webinaire, du coup, fait l'objet d'un enregistrement et le replay sera mis sur le site de l'ANS associé au support qu'on vous présentera. Et donc, bien entendu, vous aurez la possibilité de le télécharger, ce support, pour pouvoir également, du coup, l'utiliser dans vos propres organisations. Alors, pour animer ce séminaire, nous sommes deux aujourd'hui. Moi-même, Inès Wilmaoui, responsable de mission au sein de l'Agence numérique en santé, et Clara Morlière, que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Clara Morlière de la TNS, Task Force Hôpital, et donc effectivement en suivi rapproché de la vague 1 et de la vague 2 du Ségur numérique. Du coup, là, je vois dans les commentaires qu'une personne signale en fait qu'elle a un audio qui n'est pas de bonne qualité. Alors, est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou pas? Est-ce que vous pouvez nous répondre dans le chat pour nous dire, voilà, si de votre côté, vous nous entendez bien? Parce que potentiellement, du coup, c'est lié à la personne en question. OK, donc super. En termes de bonnes pratiques, donc pendant ce webinaire, hein, vous voyez par défaut que vous avez votre caméra et votre micro fermés. Pendant que nous interviendrons, Clara et moi-même, ces derniers resteront fermés. Bien entendu, on a prévu dans le cadre de ces webinaires des pauses questions-réponses. Et dans le cadre de ces moments-là, on vous invite effectivement à ouvrir le micro pour poser vos questions à l'oral si vous le souhaitez. Mais par ailleurs, sachez que vous pouvez mobiliser tout au long du webinaire le chat et on s'efforcera également avec Clara d'y répondre au fil de l'eau. On ne l'a pas dit, mais c'est important aussi de le signaler. Hein, au sein de la Task Force Hôpital, on est trois, donc Clara, moi et Nolwenn François, que vous connaissez aussi très certainement, mais qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui fait aussi partie de la Task Force Hôpital, Ségur. Et pour ceux qui ne sont pas accoutumés avec ce terme, TF, ça signifie l'équipe au niveau national qui est en charge de travailler sur les sujets du Ségur numérique à l'hôpital. Voilà. Et donc, si tu peux partager le support. Ah, tu as accès au... Je le fasse? Ok. Alors, hop. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon écran si tout va bien. Est-ce que vous pouvez, pareil, hein, pour l'audio, on a fait le test. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que sur la partie visuelle, vous voyez bien? Ok, super. Allez, on y va. Donc voilà, j'ai fait l'introduction sans support, je le connais bien. Les quelques consignes, du coup, on en a parlé. Alors, à l'ordre du jour, un ordre du jour assez chargé en 1h30, mais on va tenter de gagner le pari de respecter le timing en étant le plus pédagogique possible et le plus lisible possible et en vous invitant également à interagir avec nous. Alors, une introduction qui sera faite par Clara pour rappeler en fait dans quel cadre on s'inscrit, à savoir les enjeux du Ségur numérique et expliquer vraiment la finalité de ce dispositif. Ensuite, on traitera du périmètre fonctionnel couvert par la vague 2 du Ségur. Donc,
Ce webinaire s'adresse à la fois aux établissements de santé, aux régions, également aux éditeurs s'ils souhaitent participer, mais on insiste sur le fait qu'on aborde ce sujet aujourd'hui via un angle fonctionnel. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez appréhender le mieux possible les fonctionnalités qui vous seront offertes par les éditeurs qui seront référencés Vague 2, de manière à ce que, voilà, au moment des déploiements, vous puissiez être au fait des évolutions logicielles sur lesquelles vous pourrez travailler. Ensuite, on abordera le dispositif Ségur sous un angle plutôt administratif, où là, on vous expliquera les grandes règles à bien avoir en tête qui qui vous impacteront vos établissements. Et enfin, les prochaines étapes en vous explicitant notamment le dispositif d'accompagnement qu'on a mis en œuvre pour vous appuyer au plus près dans la préparation de cette vague 2. Et donc, pour la partie introductive, je laisse la parole à Clara. Effectivement, je pense que, je ne sais pas, c'est le combienième webinaire pour certains d'entre vous. Ça risque de parfois être un petit peu redondant par rapport aux précédents, si vous les avez vus. Donc, on va aller assez rapidement sur la partie introductive, mais si jamais il y en a pour lesquels c'est le premier, il faut bien faire un petit peu de contexte. Le Ségur numérique, c'est une stratégie un programme de financement avec 2 milliards d'euros. Vous en avez tous entendu parler, avec 3 petits pas, même s'ils ne sont pas si petits que ça, avec une première étape qui est le fait de doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé, donc depuis janvier 2022, puis ensuite ouvert à tous, et puis ensuite avec le déploiement, avec une couverture vraiment jusqu'à plus de 90% des patients et des Français qui ont un profil. Ensuite, atteindre une masse critique de documents dans Mon Espace Santé pour ensuite faciliter l'utilisation de cette information par les professionnels de santé. Je m'arrête quelques minutes quand même encore sur ces différentes étapes. C'est qu'en fait, elles ne sont pas linéaires et en fait, elles continuent en parallèle. C'est-à-dire que la première, même si on a doté effectivement tous les patients français de profil Mon Espace Santé, le travail d'activation et de Mon Espace Santé par les citoyens, mais aussi de leur compréhension de c'est quoi ce carnet de santé numérique est en cours avec toute une organisation autour des coordinateurs en région de Mon Espace Santé, des ambassadeurs Mon Espace Santé. On est tous aussi un petit peu ambassadeurs de notre côté auprès des professionnels de santé et auprès de nos proches. On a un vrai besoin de poursuivre le fait de faire connaître Mon Espace Santé et que tout à chacun l'utilise comme son carnet de santé pour y conserver les documents importants et le consulter au moment opportun. Donc, c'est vraiment un travail encore de longue haleine pour atteindre une masse critique, pareil, de Français qui l'utilisent. Pour la partie alimentation du DMP, c'est pareil. Même si aujourd'hui, on dit qu'il y en a quand même pas mal qui ont été alimentés, c'est pas fini. On le voit d'ailleurs quand on commence à faire la 3e étape, que quand on commence à consulter, eh bien, on voit les professionnels ne voient pas encore les documents qu'ils souhaitent y voir. Et donc, c'est pour ça qu'on continue avec différents programmes, notamment le programme Open 2, sa première phase, qui est dans la suite du programme Sunwest et du programme Open, de continuer collectivement à inciter les alimentations des documents clés et toujours plus. Ce n'est pas un premier palier, mais c'est toujours plus de documents qu'il faut pouvoir partager avec l'ensemble des autres professionnels de santé et des patients. Et enfin, cette 3e étape, c'est là du coup où intervient la vague 2 du Ségur, cette 2e partie de mise à jour des logiciels des professionnels de santé qui vient faire 4 grands objectifs, plutôt 2 particulièrement en termes de fonctionnalité métier. La consultation du dossier médical de Mon Espace Santé par les professionnels de santé directement dans leur logiciel métier, on y reviendra juste après. L'intégration des documents médicaux reçus par messagerie sécurisée de santé, encore une fois, dans leur logiciel. Et puisque du coup, on ouvre ces logiciels encore plus vers l'extérieur, on a besoin de renforcer la sécurité des systèmes d'information, de ces logiciels-là, et d'améliorer les fonctionnalités qu'on a déjà mis en place sur la vague 1, que ce soit l'alimentation du DMP ou l'interopérabilité, pour consolider encore une fois les usages et aussi du coup la technique sous-jacente.
Je parlais juste avant des différents programmes que le puissance publique met en place pour accompagner les établissements de santé sur le numérique. Juste avant, j'ai fait un autre webinaire sur justement le dispositif Open 2, qui est plus sur la partie transformation des pratiques et des usages numériques, vraiment pour aller encourager les établissements à renforcer cette alimentation du DMP, mais pas que, l'ensemble des usages des outils numériques. Mais effectivement, on a aussi besoin d'avoir deux autres briques accompagnement en plus, la partie évolution des briques logicielles. Et donc, c'est le dispositif SONS. Et donc, le webinaire aujourd'hui, c'est le dispositif Vague de DPI et PFI. Et puis, sans oublier évidemment le renforcement de la sécurité des systèmes d'information directement au sein des établissements avec l'identification aussi des utilisateurs, avec le programme CARE que vous devez aussi avoir largement entendu parler. Peut-être, oui, il y a une petite phrase, c'est que dans la vague 1 du Ségur, on embarquait les logiciels qui intégraient une brique de référentiel d'identité, avec du coup toutes les fonctionnalités autour de l'identité nationale de santé principalement. Là, aujourd'hui, tout ce travail-là a été en grande partie fait dans la vague 1. Et là, pour la vague 2, il y a deux dispositifs dans le dispositif hôpital, c'est le DPI et la PFI qui ont été publiés et je crois que c'est la slide suivante qui ont été publiées. Ah non, c'est encore après, au printemps dernier. Voilà, le 16 mai exactement 2024. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur les arrêtés et les différentes annexes de cet arrêté sur le site de l'ANS avec également les grandes dates de ce dispositif, à savoir que le guichet de référencement a été ouvert depuis le 21 juin et que vous pouvez retrouver sur le site de l'ANS dans le lien là qu'on mettra sur la partie solutions candidates et référencées du Ségur, les différentes solutions qui sont une fois éligibles en cours de référencement et vous pouvez y retrouver donc quand ça vous intéresse de savoir si votre logiciel de TPI est en cours de référencement. Peut-être, Clara, Oui. comme on est sur un webinaire chapeau qui embarque peut-être des participants qui n'ont pas forcément le même niveau de connaissance que des DSI, est-ce que tu peux préciser ce qu'on entend par le SONS? Oui, alors donc SONS, c'est pour système ouvert et non sélectif. C'est un dispositif par lequel l'État vient acheter une prestation de mise à jour logicielle au bénéfice d'un établissement, donc pour le compte d'un établissement de santé. C'est vraiment ce système de financement auprès d'un industriel, mais pour cela, il faut bien une commande de la part d'un établissement de santé ou d'un professionnel de santé. Et sans cette commande signée par l'établissement, il n'y a pas de financement. C'est bien une prestation pour l'établissement de santé. Ce financement est attribué en contrepartie de la réalisation effective de la prestation, avec une définition réglementaire de ce que veut dire cette prestation et avec des contrôles que l'on fait, pas uniquement d'ailleurs à la fin avec une validation d'aptitude, mais aussi des contrôles a posteriori. Et on peut mentionner qu'en ce moment même, il y a des contrôles a posteriori de la vague 1 qui nous permettent de bien s'assurer de la réalisation effective de la prestation. Après, on rappelle que c'est un système de financement qui n'est pas réglementairement obligatoire pour les industriels et que donc tout à chacun, à la fois industriel et établissement, sont libres de souscrire ou non à la mise à jour et à l'ensemble de ce dispositif. Merci. Donc voilà, donc il nous semblait important dans le cadre de ce webinaire chapeau qui introduit le cycle 2 des webinaires Ségur Hôpital 2, de reposer le contexte dans lequel on s'inscrit et d'expliciter également ce qu'on entend par dispositif SONS avec les délais associés. Alors, si on regarde maintenant, si on rentre plus en détail dans la description en fait du périmètre fonctionnel couvert par la vague 2 du Ségur, ça veut dire en fait, en gros, les exigences techniques
qui ont fait l'objet en fait d'un référentiel d'exigence minimale qui est disponible sur le site de l'ANS et auquel on demande aux éditeurs de se conformer pour être référencés sur la vague 2 Hôpital Ségur. Alors, ça englobe effectivement les objectifs que vous a présentés Clara en introduction. Mais si on regarde ce REM de manière plus détaillée et qu'on essaye d'y faire un regroupement logique en termes d'unité fonctionnelle, on retrouve les enjeux suivants. Donc, des exigences autour de l'alimentation de mon espace santé qui sont décrites dans le REM PFI. Et donc là, hein, on vient renforcer un certain nombre d'exigences qui ont déjà été décrites dans le cadre de la vague 1. On a bien entendu des exigences autour de la consultation de la brique documentaire de mon espace santé, autrement appelée DMP, des exigences autour de la gestion de la messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne, gestion et partage des documents. Donc, on y reviendra, mais par cette brique-là, on a notamment travaillé les normes de standardisation pour permettre à la brique DPI et à la brique PFI d'interagir de manière plus fluide. Des exigences autour de l'authentification des professionnels de santé, la sécurité des systèmes d'information, à comprendre en complémentarité avec le dispositif CARE. Hein. Il ne s'agit pas ici de traiter de CARE, mais vraiment des exigences attendues en matière de sécurité sur la partie dossier patient informatisé. Et enfin, l'amélioration des fonctionnalités vague 1, eu égard aux retours d'expérience qui ont pu être faits dans le cadre de cette vague 1. Donc voilà les grands enjeux fonctionnels adressés par la vague 2, et on va s'efforcer tout au long de ce webinaire de traduire ces exigences techniques en fonctionnalités qui vous seront proposées en établissement pour des éditeurs référencés sur la vague 2. Alors, je ne sais pas à ce stade s'il y a des questions, mais du coup, on va avancer. Je crois qu'il n'y en a pas sur le chat. Alors, gestion et partage des documents de santé. Donc là, la vague 2, hein, elle vient vraiment, enfin l'enjeu, c'est vraiment la standardisation des flux d'interopérabilité entre les fonctions DPI et de PFI pour, d'une part, l'alimentation du DMP, mais également l'échange via la messagerie sécurisée de santé. Et donc ça se traduit par le fait qu'on a demandé aux éditeurs d'être capables de transmettre des documents, enfin déjà de produire depuis notamment les DPI, des documents au format CDA, et de les transmettre via le flux HL7V2 afin que les dossiers patients informatisés puissent transmettre ces documents à la fonction PFI qui, elle, ensuite sera chargée d'alimenter le DMP et ou d'envoyer les documents en pièce jointe via la messagerie sécurisée de santé. On a également demandé, et donc ça passe notamment pour les éditeurs par le fait de respecter ces exigences et de se référer au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Sur ce premier point, peut-être que je peux ajouter, la fonction en elle-même était déjà présente dans la vague 1. C'est bien le fait de standardiser le flux entre les différents éditeurs que la vague 2 vient imposer, particulièrement lorsqu'il s'agit de uniquement lorsqu'il s'agit de deux solutions distinctes. C'est un enseignement qu'on a pris de la vague 1 qui a révélé que effectivement cette interopérabilité entre les logiciels qui était au départ de la vague 1 envisagée comme déjà bien déployée a eu quand même un certain nombre de difficultés ensuite opérationnellement, et donc on souhaite, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'amélioration des fonctionnalités ou de la technique de la vague 1, standardiser ce flux. C'était déjà ce flux-là, cette standardisation-là qui était demandée dans le cadre des plateaux techniques avec les SGL et les RIS, même si c'est une sorte d'évolution qui a été quand même, il y a des petites corrections qui ont été apportées à ce volet du CISIS, mais là on vient l'imposer également au DPI. Et l'autre enjeu, du coup, plutôt là sur la partie messagerie sécurisée de santé, c'était vraiment du coup de permettre aux dossiers patients informatisés d'intégrer en fait des documents CDA en pièce jointe des courriers MSS
ces derniers étant reçus soit sur des boîtes applicatives, généralement et exploités par la fonction PFI d'un établissement de santé. Et donc, on insiste vraiment sur, même si c'est effectivement quelque chose qui était déjà demandé dans le cadre de la vague 1, le format CDA, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir vraiment travailler parce qu'en fait, c'est ce format-là à partir duquel on va pouvoir exploiter les métadonnées qui vont permettre justement cette intégration tant recherchée dans les DPI depuis le DMP et depuis la messagerie sécurisée de santé. Voilà. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que vraiment, il y a eu un gros travail de standardisation des flux pour justement permettre cette interopérabilité entre les fonctions DPI, DMP et MSS, de manière à avoir justement la finalité de l'intégration des documents dans vos dossiers patients informatisés. Et donc là, on y voit dans ce graphique la traduction de ce qu'on vous a évoqué sur la partie là que vous voyez au centre entre les fonctions DPI, RIS, SGL et la fonction PFI, ces différents flux entrant et sortant avec donc ce standard HL7 que vous voyez. Et vous voyez aussi les flux sortants de la fonction PFI vers mon espace santé et l'espace de confiance MS Santé. Vous voyez d'ailleurs un peu qu'il y a bien le flux rentrant de la partie MS Santé vers la fonction PFI, vers ensuite la fonction DPI. On reviendra sur ce sujet dans le cadre de la suite de ces webinaires. Par contre, sur la partie Mon espace santé, vous avez une flèche directement depuis la fonction DPI vers le DMP pour la consultation du DMP. C'est ce qui est nouveau pour la vague 2. C'est bien important d'avoir ça en tête que sur la partie consultation du DMP uniquement, la fonction DPI vient directement appeler les transactions du DMP sans passer par la fonction PFI, puisque c'est des interactions synchrones et non pas asynchrones comme le reste des flux. C'est une des raisons qui ont poussé à ce choix en termes d'arbitrage pour la vague 2 du Sécure. Et donc, si vous souhaitez vraiment rentrer plus dans le détail des spécifications en matière d'interopérabilité, bien entendu, on vous invite à regarder le cadre d'interop, mais également à vous référer au référentiel d'exigence minimale à la fois sur la partie DPI et PFI que vous retrouverez sur le site ANS, étant entendu que, bien entendu, ces exigences s'imposent aux éditeurs pour être référencé vague 2. Alors, si on traduit finalement cet effort en fait de standardisation de flux en matière de valeur ajoutée sur les fonctionnalités auxquelles vous pourrez bénéficier en établissement, eh bien, cet effort d'interopérabilité, il va permettre à l'utilisateur, depuis son dossier patient informatisé, d'exploiter au mieux les documents qui sont disponibles dans le DNP et ou reçus par la MSS. Et donc, plus concrètement, si on doit donner des exemples, donc par exemple, l'utilisateur pourra identifier, lorsqu'il est dans son DPI, parmi tous les documents qu'il a dans son DPI, les documents qui ont été intégrés manuellement depuis le DMP ou d'ailleurs intégrés depuis la MSS. Et ça, c'est hyper important parce que ça permettra à l'utilisateur d'identifier facilement la provenance des documents qu'il est en train de consulter depuis son dossier patient informatisé. Il aura également la possibilité d'être informé qu'un document du DPI est déjà présent dans le DPI, pardon, qu'un document du DMP est déjà présent dans le DPI. On sait qu'en établissement de santé, vous êtes plusieurs professionnels de santé à interagir sur un même dossier patient. Et donc, effectivement, en fonction de la personne qui est en train de consulter, si ce n'est pas la même personne qui a intégré un document du DMP dans le DPI, eh bien, la deuxième personne sera capable, en consultant un document, sera capable de savoir que ce document provient du DMP également. Informer également l'utilisateur qui consulte un document dans le DPI qu'une version plus récente du document est disponible dans le DMP du patient ou que ce même document que l'utilisateur est en train de consulter a été supprimé du DMP. Et donc, ça également, c'est hyper important parce qu'on se rend compte finalement qu'on aura une synchronisation en fait du cycle de vie du document avec un utilisateur depuis son DPI qui sera au fait du cycle de vie du document qu'il est en train de consulter si ce document, du coup, émane d'une source tierce qui est soit le DMP, soit la messagerie sécurisée de santé.
Également, ces fonctionnalités permettront, enfin, on a une fonctionnalité qui permettra de traiter le cas où l'émetteur a corrigé ou a modifié ou a supprimé un document et de la renvoyer au destinataire sur la partie MSS, l'ancienne version étant toujours disponible. L'utilisateur. L'utilisateur, je n'ai pas dit l'utilisateur. J'ai cru que tu avais dit éditeur, pardon, excusez-moi. Non, mais peut-être que j'ai dit, c'est l'émetteur, mais peut-être Voilà. que je me suis emmêlée les pinceaux, donc c'est l'utilisateur. Donc, permettre de traiter le cas où l'utilisateur, où l'émetteur du document MSS a corrigé, modifié ou supprimé le document et l'a renvoyé au destinataire. Et donc, on aura un système de remplacement et de suppression logique. Donc, ça, c'est dans le sens des pays vers l'univers, entre guillemets, DMP MSS. Dans l'autre sens, l'utilisateur sera capable, depuis son DPI, de partager au mieux les documents disponibles dans le DMP, puisqu'il sera capable d'identifier parmi tous les documents du DPI les documents qui auront déjà été envoyés vers le DMP ou l'MSS. Et donc, ça permettra d'éviter notamment d'envoyer le même document en multiples exemplaires à vos correspondants. De produire également un document avec un contenu intradocument identique, quel que soit son format. Et donc là, on insiste notamment sur le format CDE, qui est entre guillemets le format pivot, qui va nous permettre en fait d'exploiter les métadonnées qui vont faciliter justement cet enjeu d'intégration dans les dossiers patients informatisés. Voilà pour la partie gestion et partage de documents. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là ou si on continue la présentation du programme fonctionnel et on prendra un temps questions-réponses, je pense. Oui, de toute façon, la question d'après, c'est sur le point d'attractivité. D'accord, ok. Alors, sur la consultation et l'alimentation du DMP, qui est vraiment le gros bloc de la vague 2, on entend par là, bien entendu, consultation du dossier patient informatisé de manière intégrée depuis les dossiers patients informatisés. Aujourd'hui, bien entendu, vous êtes capable de consulter le DMP via notamment le WebPS DMP. Là, l'idée, ce n'est pas de reproduire ça, c'est bien entendu de permettre aux professionnels de santé de consulter le DMP depuis leur dossier patient informatisé de manière intégrée. Du coup, le professionnel, il pourra, avec les fonctionnalités vague 2, d'une part, savoir si son patient a un profil Mon Espace Santé ouvert et si son accès en tant que professionnel de santé est autorisé, à savoir est-ce que ce PS est bien identifié dans l'annuaire santé avec, bien entendu, un moyen d'authentification valide au sein de sa structure. Ça, c'est hyper important de le spécifier parce qu'en retour d'expérience CES, on avait souvent cette problématique des professionnels qui ne savaient pas forcément si les patients pour lesquels ils souhaitaient consulter le DMP avaient un profil Mon Espace Santé ou pas. Et donc, la fonctionnalité vague 2 qui va arriver permettra aux professionnels très rapidement de savoir si son patient a un profil Mon Espace Santé ouvert, sans faire de démarche préalable. Tu peux dire aussi sur la différence, on en profite entre ouverture et activation. Oui, en cette période de rentrée, il y a des choses qu'on oublie pendant l'été. C'est souvent des questions qu'on nous pose, puisque Inès parlait de Mon Espace Santé ouvert. Il faut bien rappeler que, parce que je le disais aussi en introduction, je parlais d'activation de Mon Espace Santé. L'activation est bien une action du patient, du citoyen, pour aller consulter et utiliser son profil Mon Espace Santé, mais sauf opposition ou fermeture de sa part, l'ensemble des Français, et c'est pour ça que je parlais de plus de 90% des Français qui ont un espace santé, il est dit ouvert, c'est-à-dire que l'ensemble des professionnels de santé, sauf opposition du patient, peuvent alimenter le DMP, le profil de Mon Espace Santé du patient. On fait bien une distinction entre l'espace santé ouvert et le fait que le patient ait activé son espace. De la même manière que sur la partie alimentation, parce qu'on nous a aussi souvent posé la question, un patient qui n'aurait pas activé son espace santé, un établissement de santé, peut alimenter son DMP aussi. C'est formuler.
du coup, également, le professionnel pourra disposer facilement des informations minimales pour du coup orienter son choix dans la lecture des documents, hein. On a un retour d'expérience aujourd'hui, je vous en parlerai après, hein. On a une expérimentation en cours sur justement la consultation de mon espace santé en établissement de santé avec la possibilité technique aujourd'hui qui est le WebPSDMP. Et donc, c'est vrai qu'un des grands retours des professionnels de santé, c'est de dire qu'ils ont du mal à se retrouver. Maintenant, voilà, il y a une dynamique d'alimentation qui est forte. Ils ont forcément parfois du mal à se retrouver dans la lecture des documents qui sont disponibles dans le DMP des patients. Et justement, trop d'informations peut tuer l'information. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre en fait cette lisibilité plus facile pour les professionnels de santé. Et donc, avec la vague 2, on aura, enfin, l'utilisateur aura la possibilité d'identifier rapidement le nombre de nouveaux documents dans le DMP depuis sa dernière connexion, la date de la dernière alimentation, la nature des nouveaux documents alimentés. Donc, par nature, on entend les prescriptions de sortie, les lettres de liaison de sortie, hein. Vous savez, si vous êtes engagé dans SUNES, qu'il y a eu un gros effort qui vous a été demandé au niveau de SUNES pour justement réaliser ce typage de documents en respectant ce qu'on appelle les types codes. Et donc, voilà, ce n'était pas un effort vain, hein. L'objectif, c'est vraiment de typer correctement pour justement faciliter cette lisibilité de la nature des documents. Et qui dit facilitation de la nature du document, bah, ça facilitera derrière le travail de recherche des professionnels de santé pour aller cibler directement les documents qui les intéressent. Et demain, le professionnel sera aussi capable d'identifier l'auteur des documents. Donc, la maille ou la granularité de l'information de l'auteur dépendra voilà, de la manière dont l'alimenteur a alimenté, mais en tous les cas, on sera capable de voir quel est l'ES qui a alimenté le DMP et qui est à l'origine du document qui est en train de consulter le professionnel, voir le service, voir le professionnel de santé. Demain, le professionnel de santé également dans le DMP depuis son DPI sera capable aussi d'identifier les documents invisibles du patient, mais qui restent visibles des autres professionnels, et il pourra les rendre visibles, ces documents invisibles. Et sur souhait du patient, le professionnel de santé pourra également masquer un ou des documents à des professionnels de santé, à l'exception encore du médecin traitant, même si je pense que cette règle a vocation à évoluer, puisque le patient pourra demain même masquer des documents de son médecin traitant. Voilà. Bien entendu, le professionnel, hein, ce qui intéresse aussi beaucoup les professionnels, c'est de pouvoir intégrer des documents contenus dans le DMP dans son DPI. Et donc, ça sera possible en téléchargeant les documents, voilà, les visualiser, puis bah, du coup, les télécharger pour les intégrer au bon niveau du dossier patient informatisé, puisqu'on sera dans une logique de consultation de documents format CDA. Et enfin, enregistrer la bonne information du patient de manière à conditionner le comportement du logiciel vis-à-vis de l'accès au DMP pendant l'épisode de soins pour le compte de l'équipe de soins. Voilà. Et puis, on ne va pas rester longtemps dessus parce qu'en fait, c'est un webinaire dédié qui est planifié aussi sur le sujet, mais sachez que sur la partie imagerie, un professionnel qui se rend dans le DMP depuis son dossier patient informatisé pourra consulter des comptes rendus d'imagerie. Sur ces comptes rendus d'imagerie seront présents des liens URL sur lesquels en fait, le professionnel de santé pourra cliquer, et en cliquant sur ce lien, eh bien, il sera envoyé par appel contextuel à la Dreambox qui lui permettra de consulter les images associées à ce compte-rendu d'imagerie. Et sachez que sur ce sujet-là, hein, dispositif Dreambox, on a aussi, on a déjà eu un webinaire sur le cycle 1 et on prévoit de refaire un autre webinaire également pour vous expliciter les fonctionnalités sur cette partie imagerie. Oui. Concernant, du coup, je vous ai parlé rapidement du masquage et de l'invisibilisation. Et par retour d'expérience, pareil, hein, on a senti qu'effectivement, sur cette sémantique, ce n'était pas toujours clair, mais parce que, en fait, ce n'est pas toujours simple à comprendre aussi. Donc, le patient, lui, il peut, de manière générale, décider de masquer des documents aux professionnels, soit de manière globale, pour tous les documents qui sont dans son espace santé, soit de manière unitaire, en ciblant les documents qu'il souhaite masquer des professionnels.
Quant aux professionnels de santé ou l'établissement de santé, à l'alimentation, il peut choisir d'invisibiliser un document au patient, mais qui reste visible des autres professionnels, ou de masquer un document au professionnel à la demande du patient. L'invisibilisation d'un document au patient, c'est souvent, à titre illustratif, ça peut être mobilisé dans le cas de, par exemple, compte rendu d'anapath pour lesquels voilà, il y a des diagnostics assez négatifs. Et bien entendu, le SI ne doit pas se substituer à l'accompagnement nécessaire lorsqu'on annonce ce type de diagnostic. Et donc voilà, un professionnel peut très bien déposer ce compte-rendu d'anapath dans mon espace santé, dans le profil Mon Espace Santé de 100 patients, sans que ce dernier le voie, afin de profiter, afin de mettre en place le dispositif d'accompagnement nécessaire et de rendre visible ce document une fois que le patient aura été mis au courant de son diagnostic. Voilà pour vous donner concrètement en fait une illustration de l'intérêt de l'invisibilisation. Et le professionnel de santé à la consultation, eh bien entendu, il peut mettre en visibilité un document invisible du patient. L'auteur du document, quant à lui, que ce soit un professionnel de santé ou en ES, il peut visualiser les documents dont il est l'auteur, que ces documents soient masqués ou invisibles. Voilà. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le médecin traitant, il a visibilité aujourd'hui sur tous les documents, même ceux qui sont masqués par le patient ou sur demande d'un patient à d'autres professionnels de santé. Mais sachez que cette fonctionnalité, elle a vocation à évoluer pour laisser vraiment le libre choix au patient de rendre visibles ou non les documents au médecin traitant, puisqu'on part du principe que mon espace santé, c'est vraiment le carnet de santé électronique du patient. Ce sont ses données et qu'à ce titre, il doit avoir toute la maîtrise de ce qu'il souhaite faire véhiculer à travers son profil Mon Espace Santé. Le dernier tip qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que l'invisibilisation, ça a un caractère temporaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, qui est un délai de 3 mois, les documents invisibles seront passés automatiquement en visible s'il n'y a pas eu d'action humaine de mise en visibilité avant. Là où le masquage, bien, il peut demeurer permanent dès lors que la personne qui est à l'origine de masquage, donc souvent le patient, n'a pas souhaité le rendre visible. Voilà, on espère que c'est plus clair pour vous. Et donc, si on termine sur la brique consultation, donc, on a amélioré des fonctionnalités en lien à la vague 1, du coup, sur l'alimentation de Mon Espace Santé. Donc, notamment, la possibilité de sélectionner des documents qui datent d'épisodes de santé précédents et du coup, d'alimenter le DMP à partir de ces documents-là, si bien entendu l'INS du patient est qualifié. Et la possibilité également de supprimer un document du DMP depuis le DPI. En fait, dans la vague 1, la manipulation, elle existait, mais elle se faisait depuis la PFI, ce qui n'était pas forcément évident pour les professionnels de santé. Et donc là, la vague 2 introduit cette amélioration en permettant de supprimer un document du DMP directement depuis le dossier patient informatisé, afin notamment de traiter, par exemple, des erreurs d'alimentation, ce qui peut avoir lieu, ou une demande spécifique du patient. Sur la partie consultation et alimentation du DMP, est-ce qu'on fait une pause ou tu veux que je continue? Non, oui, il y avait deux questions. Une où j'étais en train de demander confirmation par ailleurs. Et il y en avait deux dans la partie questions-réponses. Ah, il y en a plus qui sont arrivés. Il y avait une question vis-à-vis du programme Open2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un autre webinaire, donc j'ai mis le lien en réponse. Il y a une question sur le fait que le programme SONS inclut-il la mise en œuvre de la consultation du DMP du patient via le DMP. Donc oui, ça vient financer la mise à jour du logiciel pour permettre cette consultation du DMP. Après, toute la partie en interne, tous les travaux et chantiers de l'établissement, ça, on le verra d'ailleurs dans une deuxième partie de webinaire. Ça, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte dans la partie du programme SONS. Il y a une question sur qui vont pouvoir consulter ces informations.
est-ce que toutes les personnes ayant accès au DPI, en fait, ça correspond à la matrice d'habilitation du DMP, de mon espace santé. D'ailleurs, on voit que mon espace santé a été coupé dans le slide. Donc, vous retrouverez la matrice d'habilitation en ligne avec donc effectivement l'ensemble des médecins, infirmières. Mais aujourd'hui, un des exemples qui est marqué dans la question, c'est le secrétaire médical, tout l'ensemble des secrétariats médicaux qui, eux, aujourd'hui, ne sont pas enregistrés au RPPS et donc n'auront pas accès à date, même si on y travaille, à la consultation du DMP. Et ça fait le lien avec une autre question qui a cette fois non pas dans la partie questions-réponses, mais dans la partie chat, sur le fait que les professionnels ne possédaient pas de numéro RPPS, vont-ils pouvoir consulter les DMP des patients via le DPI? C'est dans le cadre de la transaction du DMP, le numéro RPPS est transmis et vérifié. Et donc aujourd'hui, de la même manière que c'est donc dans la matrice d'habilitation, c'est uniquement les professionnels de santé avec RPPS, même si on travaille aussi à l'ajout vis-à-vis du RPPS+, qui pourront consulter les documents qui sont dans le DMP des patients. Mais par contre, évidemment, attention, si le professionnel de santé ayant accès à intégrer dans le logiciel, dans le DPI, des documents issus du DMP, et donc ils viennent maintenant intégrer le dossier patient du DPI, alors là, ils vont respecter les règles d'accès et d'habilitation du DPI. Donc l'ensemble des professionnels de santé qui ont accès au DPI via ces règles d'habilitation et d'accès auront alors accès à ces documents. Après, il y a pas mal de questions. Il y a une question sur le fait que le LGC, donc le logiciel de cabinet, peut-il être interfacé avec le DPI en HL7? Donc, ça revient sur la partie interopérabilité si le cabinet libéral est localisé en interne de l'établissement. Alors ça, c'est des cas qui nous ont été remontés. La mise en place du flux entre le LGC et le DPI ne fait pas partie de la prestation intégrée dans le cadre du SONS. Par contre, il est tout à fait possible de demander à l'éditeur de le mettre en œuvre ou aux équipes en interne de l'établissement. De pouvoir le mettre en œuvre via cette spécification technique. Mais par contre, ailleurs, les LGC, sauf erreur de ma part, ont très peu manipulé pour l'instant lui-là. Enfin, en tout cas, En tout cas, il y a un sens dédié. Il y a un sens dédié au logiciel, au sens LGC, mais qui n'a pas d'interaction particulière avec le DPI. Voilà, mais depuis les LGC, avec le sens sur la partie médecine de vie, vous aurez la possibilité de consulter le DMP de manière intégrée depuis votre LGC. Mais effectivement, c'est deux dispositifs différents qu'il faut distinguer. Et après, tu as plein de questions et de réactions sur la partie invisibilisation et masquage. Une question sur le patient peut-il réactiver la visibilité de certains documents qu'il a masqués à un moment donné? Oui, alors il peut réactiver la visibilité effectivement en démasquant les documents qu'il a mis en masqué. Directement depuis son profil Mon Espace Santé. Autre question, un mineur peut-il masquer des documents pour que ses parents n'y accèdent pas? Exemple de grossesse, dépistage divers. Alors, cette question, oui, pour moi, oui. Puisqu'il y a un dispositif particulier justement pour prendre en compte ces cas d'usage, de manière à ce que les tuteurs, les représentants légaux, voilà, merci, c'est le thème exact, puissent ne pas voir certains documents dès lors que l'adolescent ne souhaite pas que ses représentants légaux soient au courant. Donc, c'est sûr que dans les logiciels, il y a quelque chose qui s'appelle une connexion parfois secrète. En tout cas, c'est le fait de pouvoir alimenter avec cet attribut. C'est le fait que ça soit invisible aux représentants légaux. Donc ça, c'est tout à fait possible. Par contre, je ne me souviens plus si c'est possible directement depuis Mon Espace Santé. On va demander en parallèle de la suite du webinaire pour vous apporter cette réponse.
Il y a d'autres questions vis-à-vis du médecin traitant. Est-ce que cela signifie que le médecin traitant devra être déclaré comme médecin administrateur volontairement par l'usager dans mon espace santé? Oui, en fait, il faut qu'il y ait une action du patient. Sinon, Non, je ne crois pas que ce soit comme ça. Je crois qu'effectivement, depuis mon espace santé, il y a donc, puisque l'assurance maladie a l'information du médecin traitant, je crois qu'effectivement, c'est directement le médecin traitant qui est médecin administrateur? qui est le médecin administrateur. D'accord, ok. À vérifier, mais ça me fait penser qu'en fait, il y a quand même un corpus documentaire pour lequel on vous mettra le lien qu'on n'a pas mis là, qui correspond aux fiches mémo Mon Espace Santé, dans lesquelles, en fait, vous avez vraiment, c'est très bien fait, hein, c'est très pédagogique. Vous aurez les réponses précises quand même à un certain nombre de règles de gestion par rapport à l'accessibilité de Mon Espace Santé. Et donc, Clara va vous mettre le lien d'accès dans le chat et on le rajoutera du coup dans le support PPT. Voilà, après, attendons, il y a plein de questions. Ouais, je pense qu'il faut qu'on avance parce Ouais. qu'on a On va les prendre à pas la mal, fin. ouais, voilà. Alors, sur du coup l'identification électronique et ProSanté Connect, qui est un sujet aussi qui vous interpelle beaucoup et il nous semblait important de reposer le cadre et rappeler les règles de consultation intégrée en fonction de ProSanté Connect et le mode R simplifié. Alors, on reviendra plus précisément sur le mode R simplifié qui est, quand même, je vais en parler rapidement, mais qui est en fait une méthode d'authentification indirecte des professionnels de santé pour leur permettre de consulter le DMP depuis le dossier patient informatisé sans avoir à se réauthentifier. Ça veut dire ça, le mode R simplifié. Donc, par rapport à la vague 2, pour la consultation du DMP de manière intégrée depuis le dossier patient informatisé. Donc, c'est le mode R simplifié qui sera la seule modalité de consultation du DMP imposée au DPI. Et ce mode, ça permet du coup aux professionnels de santé de s'authentifier sans le moyen de la carte CPS ou de la ICPS, puisque cette authentification, elle se fera par certificat qui sera porté par l'établissement dans lequel le professionnel de santé exerce. Et pour bénéficier, donc, les éditeurs vont mettre en place les mécanismes permettant de mobiliser ce mode R simplifié, mais en parallèle, il faut que l'établissement contractualise avec la CNAM pour être autorisé aussi de son côté à mobiliser le mode R simplifié, puisque c'est l'établissement qui se portera garant, quelque part, de l'identité du professionnel qui demande à accéder au DMP depuis le dossier patient informatisé. Pour la consultation du WebPS DMP, hein, qui est l'interface de consultation du DMP que vous connaissez aujourd'hui, et donc là, par rappel contextuel depuis le dossier patient informatisé, on demande aux éditeurs de pouvoir effectuer cette consultation du WebPS DMP depuis les DPI, donc par appel contextuel, soit en mobilisant le mode R simplifié, soit en mobilisant un système d'authentification double facteur qu'on appelle ProSanté Connect. Et on demande aux éditeurs d'être en capacité de proposer ces deux voies d'accès pour permettre à l'établissement de choisir la solution qui correspond le mieux à son organisation. Et enfin, pour l'authentification des professionnels de santé au DPI, donc en amont de la consultation du DMP depuis le DPI, là, on demande aux éditeurs de savoir implémenter ProSanté Connect pour l'authentification des professionnels dans leur DPI. Voilà les différents cas d'usage des différents moyens d'authentification qu'on traite dans la vague 2. Et donc, sur la partie mode R simplifié, j'en profite pour faire un rappel, on va rentrer beaucoup plus dans le détail dans le cadre d'un webinaire qui est organisé le 24 septembre prochain. On sera accompagné de la CNAM qui vous explicitera pour vous, établissement, quelles sont les démarches à mettre en œuvre dès à présent pour anticiper la mise en place du mode R simplifié, puisqu'il y a quand même un travail de contractualisation. Et il faut que vous soyez au fait de ce que recouvre cette contractualisation. Alors, aujourd'hui, sur le navigateur d'utilisateur, hors du logiciel, par l'interface web, vous pouvez accéder au DMP. Il y a le WebPS DMP. Donc là, par contre, il faut mobiliser soit sa carte CPS, soit son ICPS.
On a également des DPI, enfin des professionnels de santé, pardon, qui accèdent depuis leur DPI au web PSDMP par appel contextuel. Donc, ce n'est pas de manière intégrée, hein. Pour eux, ça peut paraître intégré, mais c'est quand même derrière la technique un appel contextuel qui permet du coup, depuis le DPI, d'accéder directement à la page du patient concerné. Donc ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et demain, avec l'arrivée de la vague 2, on va permettre aux professionnels de santé de consulter le DMP depuis les dossiers patients informatisés sans avoir à se réauthentifier. Une fois que le professionnel de santé s'est connecté à son DPI, il aura accès via, voilà, je ne sais pas d'un point de vue ergonomique comment ça sera présenté, mais par exemple une petite pastille, il cliquera sur la pastille, il arrivera directement dans le DMP de son patient avec toutes les fonctionnalités avancées qu'on vous a présentées préalablement. Et pour ça, bien entendu, il faudra le mode R simplifié. Donc, je pense que je vous en ai parlé là, mais effectivement, donc c'est une solution technique, hein, le mode R, qui a été conçu pour permettre, donc qui est porté par l'assurance maladie. Et donc, elle doit permettre l'accès en consultation au DMP sans carte professionnelle pour les professionnels de santé exerçant en établissement. Donc, c'est ce que j'expliquais, hein, cette solution, elle va récupérer l'authentification certifiée par le logiciel et véhiculée par le SIH. Donc, c'est vraiment l'établissement qui est garant de la bonne authentification et identification des professionnels de santé qui veulent consulter DMP depuis son SIH. Et donc, elle repose également sur la mise en place d'un référentiel qui définit les délégations aux établissements en termes d'authentification et d'homologation. Voilà. Donc, cette contractualisation, on ne va pas revenir en détail dessus, mais sachez qu'en fait, elle se fait via un portail web que vous présentera la CNAM webinaire du 24 septembre. Et ce portail permet de signer de manière électronique, hein, un contrat d'engagement en mode R et de consulter et renouveler les contrats déjà souscrits et de gérer surtout la liste des personnes auprès de l'assurance maladie, contact, qui permettant la mise en place du dispositif R au sein de votre établissement. Voilà, je pense que, comme on reviendra le 24 septembre, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la consultation du DMP depuis les dossiers patients informatisés, ça mobilise le mode R simplifié et que ça passe par un contrat avec la CNAM qu'il va falloir préparer. Et on reviendra là-dessus le 24 septembre. Le prérequis, puisque c'est la dernière question qui vient d'arriver, c'est ce qui est obligatoire pour le mode R simplifié, c'est l'authentification à double facteur. Il faut avoir mis en place cette authentification à double facteur pour accéder au DPI de l'établissement, qui est un gros chantier en soi. Et on en profite aussi pour dire effectivement que ce webinaire qui évoquera les appels à projets aussi que l'on met en place sur ce sujet. La question de la personne étant l'authentification au DPI via ProSanté Connect sera-t-il un prérequis? ProSanté Connect est une des manières de gérer l'authentification à double facteur, mais ce n'est pas la seule, notamment pour les établissements qui mettent en place des SSO, par exemple, ou autres moyens. Vous en saurez plus dans le prochain webinaire. Avec R, seul le DPI, avec sa granularité des droits, peut garantir un accès au pro compatible avec la matrice d'habilitation. J'avoue que je n'ai pas compris la question. En tout cas, oui. Là, en l'occurrence, comme le logiciel qui sera mis en œuvre, ça sera la DPI. On n'a pas encore évoqué les autres, hein, tels que le risque, qui peuvent être mis en œuvre aussi dans l'établissement. Mais en l'occurrence, c'est effectivement le DPI qui, via ces différentes règles de gestion d'accès et d'habilitation, avec l'authentification à double facteur, va ensuite permettre à l'établissement de pouvoir utiliser le mode R simplifié. Il y a pas mal de réactions dans le chat. Il y a aussi des suggestions sur la partie évolution de mon espace santé. On les prend en note et on les partage à l'équipe qui s'en occupe. Je vous propose qu'on avance pour qu'on ait le temps de balayer l'ensemble des éléments et on pourra mettre un certain nombre de questions dans la FAQ ensuite. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire ces questions, c'est pas de la matière morte pour nous, hein, bien au contraire, on les récupère et on va les travailler de manière à constituer une FAQ qu'on vous mettra à disponibilité sur le site de l'ANS. Si toutefois on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions, ce qui est certain vu le volume. Alors, du coup, là, on vous a mis en musique tout ce qu'on vient de vous expliquer, en fait.
on vous l'a mis en musique dans un workflow de prise en charge lambda d'un patient en vous expliquant de l'étape 0 jusqu'à l'étape 5 comment on mobilise la qualification de l'INS, la notion d'information patient, la connexion en mode à la session DPI, puis la connexion en mode R simplifié. Et une fois qu'on est dans l'univers DMP, toutes les fonctionnalités auxquelles peuvent prétendre les professionnels de santé, à savoir consulter rapidement, identifier rapidement le nombre de nouveaux documents, identifier facilement la nature des documents puisqu'ils seront normalement bien typés par type code correspondant, pouvoir visualiser ces documents au format CDA et ensuite pouvoir les intégrer dans le DPI au bon niveau du dossier patient informatisé puisqu'ils seront au format CDA et que l'exploitation des métadonnées aura permis cette intégration intelligente. Donc, en gros, voilà, ça, c'est toutes les grandes étapes. Et on vous les a mises en musique de manière à ce qu'effectivement, on sait que vous devez aussi vous convaincre les professionnels de santé et les CME. Et c'est vrai que prendre de manière unitaire une fonction, ce n'est pas forcément parlant pour un professionnel de santé. Par contre, mettre en musique toutes ces fonctionnalités dans un cas de prise en charge, ça permet de concrétiser un petit peu plus la chose pour les professionnels de santé. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces schémas. Et bien entendu, toutes ces fonctionnalités, on vous a mis aussi les référentiels sur lesquels ces spécifications reposent. Donc, le guide d'intégration DMP, le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP à l'attention des établissements de santé et des PS. Alors, la gestion de la MSS. Donc, on ne revient pas sur les fonctionnalités vague 1 sur la MSS, on vous l'a mis en pense-bête, mais vous avez bien compris que l'enjeu de la vague 1 sur la MSS, c'était d'être en capacité de proposer à ce qu'un professionnel de santé, depuis son dossier patient informatisé, puisse envoyer directement depuis son DPI un document via la MSS Pro ou citoyenne. Donc ça, c'était l'enjeu de la vague 1. Sur la vague 2, on va être sur le flux retour. Et donc là, l'objectif, avec des documents en pièces jointes qui sont en format CDA. Vous entendez souvent ce terme-là, mais c'est hyper important parce que c'est ça qui fait que l'intégration fonctionne. Ça va permettre du coup aux professionnels, dès lors qu'ils reçoivent les fonctionnalités permettront à un document reçu dans une boîte aux lettres applicative d'être ajouté dans le dossier du patient du DPI sans action manuelle humaine, dès lors que l'INS du patient est qualifié de part et d'autre, c'est-à-dire entre l'établissement émetteur et l'établissement destinataire. Donc ça, c'est la grande valeur ajoutée qu'on propose à travers la vague 2, c'est de permettre au système d'intégrer de manière automatique des documents envoyés par MSS dans le DPI au bon niveau du DPI, dès lors que le patient dispose du INS qualifié de part et d'autre. Bien entendu, on aura toujours un volume de documents qui seront reçus par un établissement et pour lesquels on n'a pas d'INS qualifié. Dans ce cas-là, le DPI qui est destinataire renverra un message d'erreur d'intégration à la fonction PFI qui elle-même, à son tour, enverra un courrier, soit une boîte aux lettres organisationnelle, soit une boîte organisationnelle ou personnelle ou autre, en fonction du choix de l'établissement, pour traitement manuel de la demande. C'est-à-dire que ces documents pour lesquels on n'aura pas eu une exactitude en termes de trait d'identité atterriront, entre guillemets, dans une boîte aux lettres choisie par l'établissement en fonction de son organisation. Et ces documents-là devront faire l'objet d'une action manuelle puisque ces documents seront intégrés de manière manuelle dans les DPI par une action manuelle. Ceci étant dit que cette action manuelle sera facilitée du fait que, comme les documents sont en format CDA, on aura quand même une lecture intelligente du document qui permettra de faciliter le classement de ce document au bon niveau du dossier patient informatisé. Et Clara, je sens que tu veux Oui, parce qu'il y a une question de quelqu'un qui dit est-ce qu'un document intégré via le DMP et la MS Santé viennent en doublon dans le logiciel ou est-ce qu'il y a enfin, entre parenthèses, un mécanisme d'identification du document de bout en bout. Donc, on m'y précise bien. Si c'est un document CDA qui a un numéro, donc d'identification CDA, alors on a effectivement demandé dans les spécifications de pouvoir identifier les documents qui seraient
identiques. Néanmoins, j'attire votre attention que si ça a été ajouté par un autre moyen, type un document PDF, cette capacité, ce mécanisme ne sera malheureusement pas activable. Et donc, il est possible d'avoir ce doublon quand c'est via différents moyens hors CDA. Mais voilà, par rapport au enfin, il y en a un quand le document vient du DMP, et c'est ce qu'expliquait Inès tout à l'heure, dans une cinématique où, par exemple, un médecin traitant a envoyé à l'établissement un document CDA par messagerie sécurisée de santé et qu'il est intégré via le mécanisme que l'on vient d'évoquer, et que par ailleurs ce document a aussi été envoyé au DMP et que le professionnel de santé de l'établissement consulte le DMP du patient, s'il souhaite l'intégrer dans son logiciel, ça indiquera effectivement qu'il est déjà présent dans son logiciel pour ne pas faire de doublons. Donc, en fait, en gros, il faut revenir sur le bloc gestion et partage des documents qui traite justement du suivi du cycle de vie de ces projets-là en lien avec le DPI, de ces documents, pardon. Alors, du coup, il y a aussi une question très importante vis-à-vis de la traçabilité de la consultation des différents documents. Effectivement, dans les exigences de la vague 2, il y a bien une demande de traçabilité de l'accès des documents par les professionnels de santé, qu'ils proviennent de l'AMS Santé ou du DMP. Et il y a aussi, au moment de la consultation des documents directement, issus du DMP, un historique par mon espace santé également de part et d'autre. Alors là, peut-être qu'on ne va pas rentrer dans le détail vu l'heure. Ouais. Il y a un autre webinaire qui a été fait au mois de juillet qui était dédié à la partie messagerie sécurisée de santé et notamment à l'explication de ce schéma. Je pense que je vous invite à aller le regarder et on en refera un dans le courant de l'automne avec ce workflow que l'on a essayé d'identifier via ces briques logicielles. Toute la partie en jaune était pour montrer l'aspect très organisationnel à mettre en œuvre, et ça rejoint complètement la dernière réaction d'un des participants sur le fait qu'aujourd'hui, il y a parfois les comptes rendus sont adressés à des boîtes aux lettres nominatives des professionnels de santé. Et que donc, il faudra effectivement des paramétrages, c'est ce qu'on a mis dans le schéma, pour des transferts soit manuels, soit automatiques dans les messageries institutionnelles, pour aller les renvoyer soit vers la boîte aux lettres organisationnelle si derrière le souhait de l'établissement et que ce soit une gestion manuelle, soit vers la boîte aux lettres applicative avec un certain nombre de critères, par exemple le fait qu'il y ait une en-tête CDA. La personne qui a écrit, je ne sais pas, je vois unknown user, a absolument tout compris. C'est bien ce transfert auprès de la boîte aux lettres applicative qui permettra ensuite de faire le lien avec la fonction PFI, avec ensuite l'envoi via le flux H7 dont on a parlé tout à l'heure, vers le DPI, ici c'est bien deux logiciels distincts, et ensuite une gestion différente si l'INS du patient est bien qualifié de part et d'autre. Dans ces cas-là, il y a bien une intégration dite automatique du document dans le dossier, comme tu viens de l'expliquer. Ou alors, si ce n'est pas le cas, il y a tout un mécanisme de renvoi d'accusés d'erreur d'intégration qui renvoie soit dans une boîte aux lettres organisationnelle ou nominative de départ, soit dans une autre permettant de traiter l'ensemble de ces cas où il n'y avait pas d'INS qualifié et où donc la correspondance ne pouvait pas être faite. L'ensemble de ces éléments sont aussi décrits dans le dossier de spécification de référencement qui est également en ligne sur le site de l'ANS avec des termes que l'on espère le plus compréhensible possible. On ne va pas non plus aller dans ce détail-là. Mais le message qu'on voulait vous faire passer, c'est d'une part, effectivement, aller regarder le replay du webinaire sur la partie MSS qui est disponible sur le site de l'ANS, et on vous a mis en fin de... Pour vous éviter de chercher webinaire par webinaire, on vous a mis à la fin de la présentation l'ensemble des replays disponibles du cycle 1.
Mais le message qu'on vous souhaite vous faire passer, c'est qu'effectivement, hein, pour les cas où on n'a pas d'INS qualifié, donc où la fonctionnalité d'intégration automatique forcément dans le DPI ne sera pas possible du fait d'un doute sur la bonne identité du patient, hein, ce qui est logique. Il faut réfléchir, et ça, c'est pas le fait des éditeurs, hein, c'est vous, établissement, il faut que vous réfléchissiez à la manière dont vous allez traiter ce traitement manuel des documents qui tombent dans le cas de mon patient n'a pas d'INS qualifié. Et il y a plusieurs schémas, plusieurs configurations possibles de mise en place des boîtes aux lettres en fonction de votre organisation. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est quelque chose qu'on a bien explicité la dernière fois et je pense que c'est nécessaire qu'on refasse un webinaire là-dessus. Mais voilà, on vous a mis à titre illustratif des schémas possibles d'organisation de boîtes aux lettres pour traiter le cas d'usage où vous recevez des documents au format CDA pour lesquels vous n'êtes pas en capacité de les intégrer dans vos DPI du fait de l'absence d'INS qualifié. Voilà. Donc voilà, ça, il faut vraiment l'anticiper parce que c'est une réflexion à avoir sur, c'est pas que de l'ouverture de boîte, c'est surtout une mise en place de boîte adossée à une organisation qui sera en capacité de gérer ces traitements manuels. Et donc, là, on vous a mis également un exemple d'établissement, par exemple, service avec envoi automatique vers le DMP. Concrètement, comment ça se traduit en termes d'observation terrain? Donc, pour le secrétariat du service, il visualisera dans la boîte aux lettres organisationnelle de son service les messages reçus pour les patients du service pour lesquels les documents n'ont pas pu être intégrés. Donc, une des raisons, c'est effectivement absence d'INS qualifié, mais pas que. Hein, ça peut être des erreurs techniques qui feraient que les documents n'étant pas intégrés, ils rentrent dans cette boîte-là. Et donc là, après, rentre en jeu le secrétariat qui va traiter de manière unitaire les messages selon les cas et les modes opératoires que vous, établissement, aurez définis. Côté équipe de soins, l'équipe de soins, elle est informée dans le dossier patient informatisé, hein, bien entendu, de la réception de nouveaux documents intégrés, parce que s'il n'y a pas de notification, ça va être compliqué pour eux de savoir qu'il y a des nouveaux documents qui émanent de la MSS. Donc ça, c'est bien prévu, hein, bien entendu. Dès lors qu'il y a un nouveau document intégré, il y a une notification qui explicite l'arrivée de ce nouveau document dans le DPI. Et ensuite, le professionnel de santé prend connaissance du contenu des documents dans une liste dédiée ou dans le dossier du patient. Ça aussi, après, ça sera à voir comment vous souhaitez présenter la chose. Voilà sur la partie MSS. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est intégration des documents de manière automatique dans les dossiers patients informatisés au bon niveau grâce au système des documents en format CDA. Et si pas d'INS qualifié, eh bien dans ce cas-là, réflexion organisationnelle à avoir en établissement pour mettre en place au bon niveau de l'organisation des boîtes de messagerie qui permettront d'opérer au traitement manuel pour ces cas. Et sur la partie sécurité SI, je te laisse la main. Oui, on va aller assez rapidement parce que on arrive. Ah oui. Ouh là là, on est bavarde. On est trop bavarde. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en plus, je vois, il y a plein de réactions dans le chat. En gros, peut-être que on a déjà évoqué, hein, la sécurité des systèmes d'information, avoir un niveau. Première étape de sécurisation de ces logiciels. On n'a pas non plus forcément mis la barre trop haut, même si parfois certains nous disent que c'est soit pas assez, soit trop. Mais pour avoir un premier niveau au sein du DPI, toutes les exigences autour de l'identification électronique, vous les retrouverez ici. Notamment, il y avait des questions dans le chat sur ce qu'il faudrait avoir sur ce sujet-là, et la gestion des identités et des accès avec la capacité de s'interfacer avec des solutions de SSO notamment, mais aussi pour améliorer le monitoring et la gouvernance des cycles de vie des comptes. Un gros SSI, c'est que l'on a demandé un test d'intrusion, la réalisation de tests d'intrusion pour chacune des solutions référencées. Et donc, ce test d'intrusion doit être effectué par un
prestataire dont l'entreprise est dite PASSI. Ce n'est pas un audit PASSI, mais c'est bien un prestataire qui est qualifié de PASSI, c'est-à-dire voilà, qui a un certain nombre de caractéristiques dédiées. Et il y a plusieurs documents sur la réalisation de ce test d'intrusion qui sont disponibles pour les éditeurs qui connaissent déjà maintenant, j'espère bien, que si vous souhaitez les consulter, vous pouvez aller télécharger sur le site de l'ANS. En tout cas, ça, c'est un gros morceau qui est très exigeant pour les éditeurs de mettre en œuvre ce test d'intrusion. Peut-être une précision bête, mais je le demande parce que j'ai été sollicitée. Bien entendu, ces tests d'intrusion, ils sont demandés, ils s'imposent aux éditeurs. Oui, sur les DPI. Oui, voilà, effectivement. Ce pas les établissements qui doivent porter les... C'est un test d'intrusion sur la solution logicielle qui, du coup, fait objet du référencement. C'est effectivement à distinguer d'autres tests de sécurité que l'on peut demander dans le cadre de d'autres programmes, notamment le programme CARE ou avant certains autres prérequis. C'est vraiment sur la solution en tant que telle. Voilà. Donc, pour être référencé, il faudra que l'éditeur ait passé ce test d'intrusion. Voilà. Alors, apparemment, ils aiment bien notre webinaire quand même. Je peux en mettre en replay. C'est sympa, merci. Alors, les conditions administratives et financières, même si effectivement ils s'imposent directement aux éditeurs, parce que c'est eux qui vont être référencés, il nous semblait quand même important que vous soyez au fait d'un certain nombre de conditions qui vont, entre guillemets, vous impacter directement. Et donc, je laisse, alors pour ce schéma-là, voilà, Oui. je passe très rapidement. On a rappelé en fait le parcours de référencement et de financement pour l'éditeur. Mais voilà, à titre informatif, c'est quand même important que vous soyez au courant des jalons. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que du coup, le guichet de référencement, mais ça tu l'as dit, il est ouvert depuis le 21 juin pour les éditeurs et qu'on estime, grosso modo, que les déploiements des premières fonctionnalités ne débuteront pas avant 2025. L'été 2025, voilà. En fonction des solutions, en fonction du référencement des éditeurs. Voilà. Mais ce qui n'est pas plus mal quelque part, parce que ça vous laisse, vous, établissement, le temps de vous préparer techniquement et surtout organisationnellement parlant, arriver justement de cette vague 2, par exemple, conf mode R simplifié. Mais pas que. L'authentification double facteur qui est vraiment un gros morceau aussi en établissement à préparer. Voilà. Alors, celle-ci. Oui. Ouais. Alors, un point important qui nous était cher dans la construction de la vague 2, c'est que donc là, on n'est pas revenu sur les résultats de la vague 1 où on a à peu près 2000 établissements qui ont bénéficié d'une prestation DPI, PFI, voire RI dans le cadre de la vague 1 du SONS. Mais sur les 2800 établissements au FINES PMSI que nous comptons éligibles en France, il y en a encore, comme vous le voyez, qui n'ont pas bénéficié de cette prestation vague 1. Il était important pour nous, puisqu'on parle de système ouvert et non sélectif, ça c'est pour les éditeurs, mais c'est aussi inclusif pour l'ensemble des établissements, en tout cas au maximum. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'on appelle la prestation vague 1 plus vague 2, qui s'adresse aux clients. Donc quand on parle de clients, on parle bien des bénéficiaires établissements de santé, n'ayant pas bénéficié d'un DPI-PFI conforme aux exigences de la vague 1. Quand on dit que ne disposant pas d'un DPI et PFI conforme, c'est que cette prestation incluant du coup la vague 1 et la vague 2, avec donc des financements supplémentaires par rapport à juste la prestation vague 2, c'est pour les clients qui n'ont pas bénéficié d'une prestation vague 1, bien entendu, mais aussi qui n'ont pas financé à leurs frais la mise à jour de leur logiciel. C'est des financements publics. Évidemment, l'idée n'est pas de financer 2 fois une prestation faite en établissement de santé. Et donc, on est bien dans cette situation que tout client ne correspondant pas à cette situation ne peut être éligible qu'à la prestation donc sur la vague 2. C'est bien vis-à-vis de l'établissement bénéficiaire qu'il y a cette prestation possible, vague 1 plus vague 2.
mais on espère vraiment que justement les établissements qui n'ont pas été embarqués dans cette première vague puissent rattraper avec cette deuxième. Voilà, alors je pense qu'on va aller assez vite. Néanmoins, il y a un petit point vis-à-vis de ce rattrapage. Attention aux établissements qui seraient avec des versions qui ont été déclarées comme obsolètes par l'éditeur, parce qu'effectivement, pour les établissements qui n'ont pas mis à jour depuis très longtemps leur logiciel, il peut y avoir pas mal de versions de rattrapage. Et ça sera à titre onéreux, mais là encore, c'est une condition, c'est si la version a été déclarée comme obsolète par l'éditeur lors de son processus de référencement. On a mis cet ajout par rapport à la vague 1 pour préciser ce périmètre de financement. Ensuite, on a mis comme je l'ai dit en tout début de webinaire, sur le site Internet des informations utiles pour les établissements de santé, pas uniquement les solutions qui ont obtenu le référencement, mais aussi ceux qui sont en cours de référencement. Et si vous ne voyez pas votre éditeur sur la liste, n'hésitez pas à lui poser la question. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments sur le périmètre de la prestation, notamment les droits d'utilisation pour la durée restante du contrat support, incluant les renouvellements dans la limite de 5 années. Il y a les installations qui sont comprises en heures et jours non ouvrés et la maintenance corrective dans une limite de 5 années vis-à-vis du contrat. Voilà un petit peu les différents éléments nouveaux de la vague 2. Et sur la maintenance corrective, je rebondis parce qu'on a eu moult fois la question sur la vague 1, donc on s'inscrit bien sur de la maintenance corrective qui est prise en charge dans le cadre du périmètre Ségur et pas la maintenance évolutive. C'est bien vraiment la maintenance corrective qui est prise en charge dans la limite de 5 années. Les pilotes. Oui, alors, dernier point important, on a le support. On a vu, enseignement aussi de la vague 1, que c'était la première fois pour et la puissance publique, mais aussi les éditeurs et les établissements de santé. Il y a pu y avoir, comme il y a dans tout service parfois, mais des difficultés opérationnelles lors de la mise à jour des logiciels qui, du coup, avaient pour conséquence parfois des régressions ou des bugs au sein du logiciel pour les établissements de santé et qui étaient du coup reproduits pour l'ensemble des établissements. Pour essayer de prévenir ce phénomène, on a demandé à l'ensemble des éditeurs et de leurs solutions, on va leur demander de pouvoir réaliser des pilotes, c'est-à-dire 3 pilotes par solution. Le fournisseur ne pourra pas faire de demande de solde avant d'avoir justifié la réalisation complète et conforme de ces 3 pilotes. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important. Et si vous êtes partant pour être pilote de votre éditeur, n'hésitez pas à leur dire, même si ce n'est pas pour tout de suite encore pour la majorité d'entre eux, mais c'est important pour nous de pouvoir valider ce procès-verbal d'installation de pilote pour valider l'installation dans les établissements de santé. Du coup, en environnement de production, là où effectivement sur la vague 1, on était sur une présentation à plat des éléments de preuve, quoi. Voilà. C'est une question intéressante sur... Est-ce qu'un site qui a passé la vague 1 avec une PFI a le droit de changer de PFI pour la vague 2? Donc, oui, c'est possible de changer de logiciel, de brique de fonction. Néanmoins, il ne bénéficiera que de la prestation vague 2, puisqu'il a déjà bénéficié de la vague 1, même si c'était avec une autre PFI. Nous, notamment vis-à-vis des auditeurs européens qui viennent regarder attentivement la façon dont on gère les finances et les fonds européens, il y a bien le fait que la prestation, elle est pour un client et un bénéficiaire établissement de santé, et on ne va pas financer 2 fois cette mise à jour pour le même établissement. Prochaine étape, Inès. Alors, tu as 3 minutes.
Ouais, prochaines étapes. Du coup, vous l'avez compris, avant de voir arriver les fonctionnalités chez vous, il va se passer un petit peu de temps côté éditeur, hein. Ils sont en train vraiment de travailler pour se mettre à niveau sur toutes les exigences qu'on leur impose sur le référencement vague 2, tout en continuant, on l'espère, à assurer le suivi aussi de la vague 1, hein. Il faut que ça continue à marcher aussi sur la vague 1. Et donc, voilà, tout ça pour dire, on sent qu'il va, voilà, que ça va prendre un petit peu de temps. Mais ce temps-là, il faut le mettre à profit de votre côté pour, bah, du coup, participer à nos webinaires, pour mieux comprendre effectivement le contenu. Et c'est vraiment, peut-être qu'on n'a pas assez fait en vague 1, mais l'idée, c'est vraiment de vous embarquer maintenant sur ces sujets-là. On a commencé hein, avant l'été, mais voilà, de refaire ce travail-là de pédagogie, d'explication vraiment détaillée du contenu des fonctionnalités pour que bah, vous puissiez identifier en avance de phase les chantiers sur lesquels il va falloir vous préparer et aussi d'être en capacité de challenger les éditeurs lorsque ces derniers seront en phase de déploiement dans vos organisations respectives. Et donc, on a identifié un certain nombre de thèmes à explorer avec vous qui prendront la forme le plus souvent de webinaires thématiques, mais on pourra très bien imaginer d'autres formes de travail avec vous. Et donc, on vous a mis en visibilité là le fait que voilà, il y a tout un pan technique qu'il faut préparer, donc autour de l'authentification double facteur, autour de la préparation du modèle simplifié, autour de la mise à jour des certificats DMP. On a vu que ça a été un grand sujet aussi de la vague 1. Des boîtes aux lettres MSS, donc au-delà du fait de les déclarer dans l'annuaire et de s'assurer que les opérateurs remontent bien les statistiques, on a aussi le sujet, du coup, sur la vague 2, de comment on organise la mise en place des boîtes aux lettres qui vont traiter les documents qui ne sont pas intégrés de manière manuelle, et bien entendu, la sécurité et la gestion des identités. Sur la partie orga, donc, bah, on a l'impact de la consultation de mon espace santé. Hein, voilà, ça change les pratiques. Et donc, forcément, il faut quand même passer du temps en CME pour expliquer bah, en quoi ça consiste et aussi rassurer les professionnels de santé sur cette consultation et potentiellement aussi les patients qui seront pris en charge. La notion d'information du patient aussi, ça interpelle aussi les organisations. À quel moment on réalise cette information? Est-ce que c'est au moment de sa prise en charge par le bureau des admissions ou est-ce que c'est ailleurs? Enfin voilà, il y a aussi pas mal de chantiers organisationnels à investiguer. Et enfin, l'information et la montée en compétences de tout l'écosystème autour de ces évolutions de pratiques organisationnelles. Et donc, pour bah, vous accompagner, on propose à l'ANS en lien avec la DNS, mais également avec les agences régionales de santé et les grades, qui sont les relais territoriaux sur lesquels il faut que vous vous appuyez et qu'on fait également monter en compétences sur ces sujets-là. On vous propose un dispositif d'accompagnement avec de services d'accompagnement variés, donc des webinaires, donc généralistes comme celui d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations, donc ne vous inquiétez pas. Après, on va revenir de manière plus unitaire sur chacun des enjeux qu'on vous a présentés. On aura du coup, bah, des webinaires thématiques. On peut très bien également organiser des mises en relation avec des experts nationaux si voilà, un groupe d'établissements de santé pardon, voilà, sollicite nos experts nationaux sur un sujet un peu compliqué. On peut organiser également des réunions de retour d'expérience. Enfin, voilà. Et on ne se ferme pas la porte à ouvrir de nouvelles modalités de travail, mais en tout cas, la première là qui est sortie, c'est la modalité webinaire. Et donc, on a eu un premier cycle qui a eu lieu. On vous a mis les liens. On vous invite à aller les consulter. Il y a les replays et normalement, je vais vérifier parce que ce n'est pas toujours le cas, il y a les supports associés que vous pouvez télécharger. Et sur cette slide-là, vous retrouverez la liste des webinaires du cycle 2 à venir avec, j'ai pas mis, mais Open 2, c'est vrai que j'aurais dû mettre Open 2 aura lieu jeudi, la présentation du programme. Donc, c'est en marge du Ségur, hein, ce n'est pas les mêmes financements, mais forcément, c'est en lien. Donc, Open 2, webinaire jeudi à quelle heure? 15h30. 15h30. Et à partir du 24 septembre, on reprend aussi les cycles Ségur avec tous les thèmes que vous voyez à l'écran, dont, là, ça ne se voit pas, mais le mode R simplifié sera adressé le 24 septembre. Voilà. Donc, c'est une liste aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est celle-ci, mais elle va venir s'enrichir de nouveaux thèmes au fil de l'eau. Donc, on vous invite aussi à consulter régulièrement la page de l'ANS et on fera régulièrement une communication auprès des agences régionales de santé ainsi que des grades
pour que MEM puisse aussi communiquer régulièrement sur ses webinaires. Et je crois que c'est la fin. Voilà. 17h32. Bah, écoutez, on vous remercie. On sait que c'est dense, mais on va dire que c'était un webinaire d'entrée en matière. Chapeau qui voulait vraiment brasser le plus large possible pour ensuite aller vraiment, vous avez compris la logique, hein, logique d'entonnoir, aller vraiment détailler thème par thème chacun des grands enjeux fonctionnels Ségur Vague 2. Voilà. Et donc, peut-être pour rappeler que là, on vient bien faire de la pédagogie sur ce que c'est que cette vague 2 et aussi en profiter pour vous donner des actualités sur mon espace santé, mais pas que. Enfin, il y a d'autres webinaires pour faire ça. Là, en ce moment, les éditeurs sont en train de développer les fonctionnalités. Donc, comme le disait Inès, ce ne sera pas pour tout de suite encore dans les établissements de santé, mais au moment où les éditeurs se seront fait référencer, ils viendront auprès de leurs clients pour faire signer des commandes si l'établissement le souhaite. Donc, il n'y a pas à candidater, je vois la question, à la vague 2. Il y a à se rapprocher de son éditeur pour signer le bon de commande pour pouvoir obtenir la prestation. Ce n'est pas exactement les mêmes... référencé, Lorsqu'il sera référencé, ce n'est pas les mêmes mécaniques que les autres programmes de financement adressés directement aux établissements. Oui. Voilà, pour finir sur... J'aime bien la conclusion. Merci, to be continued. C'est exactement ça. On se verra très bientôt, je pense. Voilà. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée.